Joindre par la suite. Alors, donc aujourd'hui, on va terminer déjà la deuxième partie du TP5, donc le deuxième exercice, donc qui porte aussi sur l'audit de la base de données. Donc, avant de terminer cette partie, donc je vais juste faire un petit résumé par rapport à ce qu'on a vu dans le chapitre audit. Et si vous avez bien sûr encore des questions, voilà, des interrogations, vous pouvez les poser. Donc, par la suite, on va passer au chapitre 5, donc le dernier chapitre, à savoir déplacement de données. Donc, on va avoir deux utilitaires, le XP DataPump, donc comment faire l'export et l'import des données, donc vers et à travers aussi la base. Et donc, la deuxième partie, c'est l'SQL Loader, donc comment charger des données vers une base Oracle également. Alors, avant tout ça, donc je vais revenir un peu vers le chapitre audit. Donc, on a dit audit, c'est tout simplement surveillance, donc contrôle. Donc, on va surveiller tout ce qui se passe au niveau du serveur. Donc, ce qu'on a vu comme type d'audit, c'est l'audit standard. D'accord? Donc, il y en a d'autres types d'audit, qui m'a l'audit sur les données via les triggers. Il y a aussi l'audit détaillé. Donc, ce qui fait partie des acquis d'apprentissage de votre module, administration en base de données, c'est l'audit standard. Alors, l'audit standard, bien sûr. Donc déjà, il y a un utilitaire déjà prédéfini au niveau du serveur qui permet de faire déjà l'audit. Il faut tout simplement commencer par activer l'audit au niveau du serveur. Donc ça, si vous vous rappelez, donc c'était la commande qu'on faisait pour modifier le paramètre audit trail. Donc, pour activer l'audit. Donc, les entrées d'audit, on a le choix soit de les stocker dans la base de données, donc via la table hot $ propriétaire par le camp 6 et qui peut être consultée via les vues du dictionnaire de données, comme la vue DBA Audit Trail. Et également, on peut enregistrer les entrées d'audit dans un fichier du système d'exploitation. Donc, cela dépend qu'est-ce qu'on spécifie au niveau du paramètre Audit Trail. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit, donc, soit on met OS pour activer l'audit et pour, bien sûr, stocker les entrées d'audit dans un fichier du système d'exploitation. Donc, soit on met DB, c'est pour activer l'audit et enregistrer les entrées dans la table hot $. On ajoute l'option Extended si on veut enregistrer également la requête et les valeurs bind qui existent au niveau de la requête. Donc, on peut également utiliser XML si on veut stocker en fait les entrées d'audit sous format XML dans un fichier du système d'exploitation. Donc, pour activer, bien sûr, si vous vous rappelez, on a utilisé la commande alter system set audit trail. On donne l'option et on a spécifié scope. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit en écrit SP-file si on veut que la modification à l'activation de l'audit soit permanente. Donc là, il faut redémarrer la base de données, l'arrêter et la redémarrer pour pouvoir lire la valeur à partir du fichier de paramètres. Donc ça, c'est l'activation de l'audit. Il y a la première étape. Après, il faut spécifier qu'est-ce qu'il faut auditer via la commande d'audit. Donc là, on peut faire, si vous vous rappelez, des audits ciblés ou encore non ciblés. Et on peut spécifier également combien de lignes d'enregistrement on doit stocker. On peut utiliser by session. Dans ce cas, on va ajouter un seul enregistrement indépendamment du nombre de commandes de même type qui ont été lancées. Ou encore by access, donc on va ajouter un seul enregistrement, donc indépendamment du nombre de requêtes lancées. Bien sûr, on peut auditer les commandes exécutées avec succès ou même avec des erreurs de compilation. Il suffit d'ajouter whenever not successful. Et par défaut, il est activé pour les deux modes. Bien sûr, on peut auditer des objets, donc il suffit de spécifier l'objet en utilisant la clause on et en préfixant l'objet par le nom de son propriétaire. Il y a le nom du schéma. Donc, pour faire le contraire, pour retirer un audit, on ajoute juste le préfixe no et on écrit donc la même commande, donc no audit et la commande ou le privilège qu'on est en train d'auditer. Les vues d'audit les plus importantes, on a DBA Audit Trail, c'est une vue générale, elle contient toutes les entrées d'audit. DBA Audit Object, donc elle contient juste les entrées par objet. DBA Audit Session, donc elle contient les entrées sur la connexion, la déconnexion des utilisateurs, si bien sûr la connexion, la déconnexion, elle est auditée.
Et DBA Audit Statement, donc ça contient les enregistrements sur les audits des instructions, comme les grants, les revoques, les audits, etc. Donc, quelques instructions d'administration de base de données. Donc, ça, ce qu'on a vu dans le chapitre 4. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? On ne va pas voir la partie sécurité du chapitre 4. Non, ce qui existe dans la fiche module, donc normalement la fiche module, je l'ai partagée avec vous au niveau du classroom, j'ai le vérifié, mais c'est juste l'audit standard, Narima. Donc la partie sécurité, c'est en termes de privilèges, en fait, il ne faut pas donner n'importe quel privilège à n'importe quel utilisateur. Donc, ce n'est pas réellement une partie, c'est juste un concept d'administration. Donc, vous pouvez, si vous voulez, lire le contenu qui existe déjà au niveau du cours. Hein, et si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui fait partie de votre objectif, c'est juste l'audit standard seulement. Alors, on va terminer l'exercice 2 rapidement. Après, on va passer le chapitre 5. Comment faire le déplacement des données, que ce soit d'une base Oracle vers une base Oracle ou à partir des supports fichiers, comme vous le faites BI. Donc, qui m'a fait au niveau d'un projet d'intégration BI, on charge des données à partir de fichiers plats. D'accord? Donc, on va le voir aussi au niveau du serveur Oracle, comment on le fait via donc, les utilitaires DataBump et les utilitaires SQL Loader. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à ouvrir le script de la dernière fois pour compléter rapidement l'exercice 2 et ouvrez, s'il vous plaît, aussi la ligne de commande et essayez de travailler en parallèle avec moi. Ils sont où les autres? Alors, donc, on va corriger l'exercice 2 rapidement. Vous voyez l'écran, hein? Et aussi... Mais Amina, d'accord. Avant de passer, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Non? Tout est clair? Alors, je vous ai posté, donc avant de passer, donc je vous ai posté au niveau de votre classroom, donc de ma KTS2, un examen blanc. Donc ça, c'est un QCM qu'on a fait l'année dernière, pendant le confinement, pour les étudiants. Donc, je vous invite à faire cet examen blanc cet après-midi. Donc, vous avez un deadline jusqu'à 17h. Donc, l'objectif, alors, c'est pas de vous noter, c'est pas de récupérer une note. Donc, cette évaluation, elle n'est pas notée et c'est pas pris en considération. Mais c'est juste pour voir quelles sont en fait les lacunes et quels sont les acquis d'apprentissage qui sont pas bien assimilés. Tout simplement, c'est tout. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à le faire, tous sans exception. Madame, on est Les DS, un examen, c'est 21h. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine, la dernière séance. Donc, déjà, l'examen, il est programmé, planifié normalement le 14 novembre. Ah, ok. D'accord. Alors, on va créer l'utilisateur TD41. Donc, ça, c'est la première question. Il vous demande de créer l'utilisateur TD41 et lui attribuer le rôle DBA. Allez-y. Donc, on fait create user TD41.
41. Bien sûr, si l'utilisateur il existe, on fait un simple drop. Donc, drop TP41. Donc, sinon, on fait create user TD41. Il faut lui donner, bien sûr, un mot de passe. Donc, identified by, et je lui donne un mot de passe. Donc, par exemple, TD41 aussi. Je lui donne un quota. Donc, quota Amiga on users. Et après, je vais lui attribuer donc le rôle DBA qui est un rôle prédéfini. Donc, il ne faut pas oublier la notion de rôle qui est un ensemble de privilèges système et objets qui permet donc la simplification de la gestion des privilèges. Donc, tout TD41. Alors, et après, on va l'exécuter. Alors, identified by. Alors, il n'a pas voulu accepter TD41. Donc, je crois j'ai un autre objet nommé OSCTP ou la TD. TD. Alors, donc, il a supprimé l'utilisateur, il l'a créé et par la suite, il lui a attribué le privilège donc DBA. Alors, par la suite, donc, il nous demande d'auditer toutes les créations de sessions de la base relative à TD41 et de la vérifier à travers la vue donc DBA Priv Audit Options. Alors, qu'est-ce qu'on écrit comme commande? Allez-y, Maria. C'est ça. Donc, on va auditer la création de session. Donc, on fait audit create session by TD41. Le by accessoire, le by session, il n'est pas obligatoire. On ne peut faire déjà qu'un seul connect à la fois. On ne peut pas faire plusieurs connects en même temps. Donc, de toutes les manières, Roux a déjà par défaut, c'est by session. Donc, une seule fois. Il ajoute une seule ligne pour chaque connexion ou des connexions aussi, une seule ligne. Alors. Donc, il vous dit audit succeeded. Donc, on va vérifier au niveau de la table ou la vue, donc DBA Priv Audit Options. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on peut vérifier au niveau de cette vue du dictionnaire de données? Donc, on peut vérifier quels sont les privilèges donc, qui sont audités. Donc, les options sur les audits des privilèges. D'accord? Donc, on peut aussi les classer par username. Donc, si vous voulez, on peut exécuter donc, la commande suivante. On peut faire select. Donc, par exemple, select étoile from
DBA, oui, c'est ça. Donc, DBA, audit, Brief, Audit, Options. Et on fait un filtre par TD41, oui, c'est ça. Donc, where username égale TD41. Donc là, réellement, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il va nous afficher en fait les privilèges qui sont audités pour l'utilisateur TD41. Donc, et là, pour notre cas, on a audité seulement le Create Session. Donc, c'est pour ça qu'il y a une seule ligne. Et bien sûr, par défaut, donc, puisque c'est un privilège, donc c'est by access. Déjà, donc on ne peut faire qu'une seule connexion à la fois et une seule déconnexion. Donc, il y a les colonnes success et failure. Donc là, si vous vous rappelez, je vous ai dit ici, on ne met pas au niveau de la commande d'audit whenever successful, whenever not successful, donc il sera activé pour les deux. Et c'est le cas ici, donc il est activé pour les deux avec le mode by access. Alors, donc ça c'est la table donc, qui permet en fait de vérifier les options d'audit activées sur les privilèges classés par utilisateur. Donc si on vous demande des informations sur les options, il faut utiliser cette vue du dictionnaire de données. Alors, par la suite, donc, on va se connecter avec TD41 et créer les deux tables, table 1 et table 2. Donc, j'écris rapidement les commandes. Bien sûr, il faut se connecter avant. Voilà, on fait un simple create table. Donc, table 1. Et table 2. Alors, on se connecte. TD41. C'est TD41. Et on exécute donc la création des deux tables. Donc, il vous dit table created. Donc, on peut faire, si vous vous rappelez, select table name from tabs pour afficher les tables propriétaires par l'utilisateur courant. Donc, tabs, c'est un synonyme sur la vue du dictionnaire de données. Il y a user tables. Donc, il ne faut pas oublier les vues qu'on a vues au chapitre 1. D'accord? Donc, tabs, c'est donc user tables. Alors, donc, on a créé les deux tables. Donc là, qu'est-ce qu'il vous demande? Auditer toutes les opérations LMD sur la table 1 par session et les opérations de sélection sur la table 2 par access. Alors, hein? Oui. Bon, l'LMD, bon, généralement, l'LMD, c'est juste l'insert update delete. Donc, certaines documentations, c'est vrai, on trouve parmi l'LMD select, mais select, généralement, on appelle ça, c'est l'interrogation de données. D'accord? Ben, donc là, on va faire juste l'insert l'update delete en table 1. Donc, audit, insert, update et delete on. Bien sûr, il faut toujours précéder par le nom du schéma. Donc, TD41, table 1. Il n'a pas demandé de faire un cible par rapport aux utilisateurs. Donc, on ne va pas cibler par utilisateur. Et on va spécifier comme mode by session. Donc, il y avait la première. La deuxième, donc on va auditer select on. Donc, table 2, donc TD41.table 2. Et cette fois-ci, c'est by access.
Donc là, indépendamment des insertions, des mises à jour et des suppressions et de nombre de commandes exécutées, on aura une seule ligne, une seule entrée. Donc c'est ça en fait by session. Alors, on exécute cette commande en étant connecté avec un administrateur, donc 6 par exemple. Donc, il vous dit audit succeeded et audit succeed. Donc, on a activé là les audits sur les opérations LMD sur la table 1 propriétaire par TD41. Et donc, la table 2, on a juste activé la sélection, l'audit sur la sélection. Alors, on peut vérifier, si vous voulez, comme on a vu tout à l'heure, pour les options d'audit sur les privilèges, on peut vérifier les options d'audit sur les objets maintenant, en vérifiant ça au niveau de DBA Obj Audit Options. Donc, on peut voir, si vous voulez, sa structure. Obj Audit Options. Alors, là, réellement, qu'est-ce qu'on est en train d'afficher? Le owner, qui est le propriétaire de l'objet. L'object name, c'est le nom de l'object type, c'est le type de l'objet. Et ça, c'est les opérations qu'on peut effectuer sur un objet. Donc, parmi lesquelles del, c'est delete, l'INS, c'est l'insert, par exemple. Le SEL, c'est select. L'UPD, par exemple, c'est l'update. Bien sûr, il y en a d'autres opérations qu'on peut exécuter sur les objets. Donc là, ce qu'on va faire pour nous, on va afficher l'insert, l'update, delete et select. Et on va filtrer par object name, qui est donc table 1 et table 2. Voilà, on affiche aussi l'object name. On filtre par, si vous voulez, l'owner, qui est TD41. Donc, on fait select object name. On affiche également donc sélection, l'insertion, la suppression et la mise à jour pour voir les options qui sont activées. From DBA, Objet, Auditor, Options. Bon, il faut filtrer, je n'ai pas fait un filtre. Donc, j'ajoute un where, owner, égale, donc TD41. Alors, si on regarde l'affichage, alors, donc, le TD41, il a deux tables, table 1 et table 2. Donc, si vous rappelez la première commande qu'on a fait, il y a en relation avec la table 1, on a activé donc l'insertion, l'audit sur l'insertion, la suppression et la mise à jour. D'où les SS, c'est vraiment les 3 SS. Donc, au niveau des insertions, suppression et mise à jour. Sélection, on a détiré, c'est qu'il est inactif, donc il est désactivé. Fait de la table 2, donc on a activé juste sélection, d'où on a le AA ici. Donc, le A, ça veut dire quoi? Access. C'est ça, et le S, dans ce cas, c'est session. Pourquoi il y en a deux? Allez, A et S et S. Qui peut nous dire? Whenever successful, whenever failure. Ça y est. Donc, la première, c'est whenever not successful, et la deuxième, c'est whenever successful. Donc, c'est pour ça, en fait, il y en a deux. Et tout à l'heure, on n'a pas précisé au niveau de la commande d'audit, donc il a activé pour les deux, successful ou not successful. C'est pour ça qu'il y en a deux S et deux A. Donc, si on vous demande de vérifier les options d'audit activées sur les objets, donc il faut en fait consulter cette vue. Il y a la vue DBA, Obj Audit Options. Ben, on va passer à la question 6. Je suis en train de faire rapidement. Normalement, il y a un travail asynchrone que, bien sûr, la plupart d'entre vous l'a fait. Ben, lancer les requêtes suivantes et visualiser les entrées générées au niveau de la vue DBA Audit Trail. Donc, on va exécuter ce script-là. Donc, je vais faire un simple copier-coller.
Donc là, on va normalement l'exécuter en tant que TD41. Donc on fait un connect TD41. Et après, on exécute tout ça. Alors, donc là, il a exécuté l'ensemble des commandes. Donc, il y en a une qui est avec des erreurs ici de compilation. Donc, il y a no row selected, donc il n'y a aucune ligne. Après une ligne insérée, no row selected et un affichage. Donc là, on va vérifier quelles sont les commandes et donc qu'on a exécutées et qui ont été auditées. Alors, où on va vérifier ça, on peut le vérifier dans la vue générale et qui est DBA Audit Trail, on peut le vérifier également dans DBA Audit Options, Object. Donc, il y a la table des objets. Donc, on va vérifier la structure déjà de la vue. Donc, c'est une vue générale, donc il y a plusieurs en fait colonnes. Donc là, on va juste afficher, si vous voulez, le action name et la date et le nom de l'objet. Et bien sûr, on fera un filtre par username. Non, c'est encore au niveau de 6. Donc, je vais faire un select objet. Donc, name, action name. Et timestamp, peut-être j'ai déjà en fait ajouté ces tables avant. Donc, les entrées d'audit resteront stockées quand même au niveau du serveur. Donc, DBA, audit trail. Et je fais un filtre par username égal donc TD41. Alors, donc aujourd'hui, on va juste faire un filtre par rapport à la date d'aujourd'hui. Hein. Mais Jim, l'affichage, il n'est pas très lisible. La taille des colonnes est assez importante. Donc, on peut utiliser, si vous voulez, cette commande. Colonne, je fais par exemple action name. Donc, format A15. Je ne crois pas que ça va dépasser. Et également, donc, objet name. Bon, comme je vous ai dit, cette table DBA Audit Trail, on n'a pas que les audits sur les objets. On a tout type d'audit. Donc, vous voyez, il y a les log on et log off. C'est par rapport à quel audit d'ailleurs? Create session. C'est ça. Donc, par rapport à Create Session. Donc, c'est l'audit des privilèges. Donc, nous, on va juste se focaliser à l'IFIOM Obj Name, l'IFIOM les tables. Et par rapport à la date d'aujourd'hui, le 28. Alors, donc, on a sur la table 1, on a juste 2 enregistrements. Si vous voyez, il y a Session Rec et Session Rec. Non, déjà une seule par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc, il y a normalement par rapport à quelle commande? Regardez. Table 1. Hein. C'est quelle commande qui a été auditée? Insert. C'est ça. Donc, l'insert into table 1, il y a qui a été audité. Les autres, ils ne sont pas audités. Pourquoi? On n'a pas activé l'audit à select, table 1. Donc, les 2 premières et la dernière, ne se sont pas des commandes qui ont été auditées.
Fait table 2. Donc, si on filtre par rapport à la date d'aujourd'hui, donc on a deux aussi. On a deux selects, celle-là et celle-là. Ici, on va vérifier. Donc, effectivement, on a deux selects. Select B et select B. Donc, les deux commandes, ils ont été auditées et pour chaque requête select, on a eu donc une ligne ajoutée dans la table DBA Audit Trail, liée à la table la plus générale. Donc, si on veut avoir des détails spécifiques seulement sur les objets, on peut consulter, si vous voulez, DBA Audit Object. Donc, l'IA, elle est plus spécifique, elle contient juste les actions, les audits activés sur les objets. Donc, par exemple, les log on et les log off, on ne va pas les trouver. D'accord? Donc, l'IA aura juste les lignes en relation avec table 1 et table 2. Si vous voulez, on peut le vérifier rapidement en affichant Action Name. Donc, audit. Donc, username égale TD41. Alors, vous voyez, donc il n'affiche que les commandes en fait de sélection et c'est les commandes qui peuvent être faites sur les insertions, etc. Donc, il y a aussi le SQL texte. Donc, si vous vous rappelez, quand est-ce qu'elle est alimentée, cette colonne? Quand est-ce qu'elle est alimentée? Donc déjà, Extended. Qu'il ajoute ou fait l'activation d'audit, c'est ça, l'option Extended. Et c'est le cas pour nous. Donc, si vous vous rappelez au niveau, à la première question du TP, on a activé l'audit rate avec DB et Extended. Donc, c'est pour ça, SQL Text, on trouve nos requêtes. SQL, select B from table 2, select B from table 2, insert into table 1 values 1. Donc, la requête qu'on a lancée, elle sera enregistrée au niveau de la colonne SQL Text. Donc, il ne faut pas oublier ces informations. Alors, on passe à la question 7. Si vous n'avez pas de questions. Alors, donc là, il vous dit, on veut maintenant auditer toutes les modifications de structure apportées aux objets qui vont être créés. Donc, écrire le script d'audit nécessaire. On va créer la table 3 et vérifier l'audit de mise à jour pour TD41. Alors, comment auditer les modifications sur les structures, sur tout type d'objet? Oui, audit table peut activer audit all elle active le tout, mais pas forcément on n'est que les modifications. Vous n'êtes pas en train de spécifier que les modifications. C'est quoi? C'est quelle commande permet de modifier un objet? Alter, c'est ça. Donc il faut activer juste l'audit alter. Si on fait audit all, on est en train d'activer toutes les commandes qui peuvent être faites sur les objets. C'est pas ça en fait ce qui est demandé. Donc l'année, c'est juste un audit alter. Donc il n'est pas spécifié sur quel type d'objet. Donc on peut faire on default. On est sur n'importe quel type d'objet. Et bien sûr par défaut c'est by access comme tout à l'heure. Alors on va activer l'audit. Et par la suite, on va créer la table 3 et vérifier la mise à jour. Voilà, l'audit, on va faire un alter à table 3 et on va vérifier est-ce qu'il y a eu une ligne ajoutée ou non. Donc ça, on active l'audit en premier lieu. Il faut se connecter. Bon, normalement, on est connecté le 6.
audit succeeded. Après, on se connecte avec TD41 et on va créer table 3. Donc, create table 3. Donc, il y a ces nombres. Et on va faire un alter. Donc, alter table, alter table, donc table 3. Et je vais ajouter une colonne, par exemple, la colonne CC number. Et je l'exécute connecté en tant que TD41. Donc, il vous dit table created et puis table altered. Donc, vérifier l'audit de mise à jour pour TD41. Donc, on peut vérifier via la même vue qu'on a consultée tout à l'heure, en se connectant bien sûr en tant que 6. Donc, je vais exécuter la même commande, je ne sais pas, c'est là, DBA Audit Object, et je peux filtrer carrément par table 3. Object name. Donc, vous voyez, il a ajouté une ligne sur l'audit relatif à la table 3, qui est en fait l'alter table qu'on a exécuté. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'audit alter, il est activé. Donc, même au niveau des options, on peut voir au niveau de la table des options qu'on a consultées tout à l'heure, normalement, dans la colonne Alt, on aura donc le AA, l'activation donc de l'audit alter avec l'option Access. C'est clair, s'il vous plaît? D'accord. Donc, la dernière question, enlever l'audit de select et de suppression de la table 1 et vérifier les options. Alors, en utilisant vue DBA Audit Options. Alors, donc je vais réexécuter la commande pour garder trace déjà des audits de tout à l'heure. DBA Audit Options. Elle est où la commande 2? C'est celle-là. Donc, je vais l'exécuter avant d'activer l'audit pour voir c'est quoi la différence, tout simplement. Alors, après, on va supprimer maintenant l'audit de sélection. Bon, suppression, on ne l'a pas activé déjà pour la supprimer, mais si on fait un no audit delete, il va l'accepter. Désactiver quelque chose qui est déjà par défaut désactivé, ça ne va pas induire une erreur. Hein. Donc, pour retirer un audit, on fait no audit. Qu'est-ce qu'on va supprimer? Donc, c'est l'audit select with delete selon l'énoncé de TD41.table1. Alors, et on lance cette requête, bien sûr, connectée avec 6. Donc, no audit succeeded. Donc, si vous voulez, on va réexécuter la même commande qui est en haut. Donc, et on va vérifier la différence au niveau de l'affichage. Donc, ce qui est différent entre cet affichage et celui-là, c'est le delete. Vous voyez, donc il était activé avec l'option session en cas de succès ou de non-succès. Donc là, il a été désactivé carrément. Donc, de là, je vais les tirer. C'est bon? Donc là, on a terminé le TP5.
et donc bien sûr le chapitre 5, le chapitre 4, pardon. Est-ce qu'il y a donc des questions sur le chapitre audit avant de passer au chapitre 5? Des questions? Pourquoi vous n'étiez pas nombreux? Pamela, bonjour. Hein. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue. Je t'ai invité sur le Classroom, hein. Donc je ne sais pas si tu as reçu l'invitation. Oui, je sais. Donc, tu peux consulter, Pamela, donc tous les corrigés qui existent au niveau du Classroom. On a aussi les capsules par chapitre et également les mythes. Et si tu as des questions, n'hésite pas de revenir vers moi. Hein. D'accord, madame, merci. Alors, donc on va passer maintenant au dernier chapitre, donc à savoir donc le chapitre 5, déplacement des données. Alors, au niveau de ce chapitre, on va voir deux parties, donc, et deux utilitaires plus précisément, donc à savoir l'Oracle Datapump et l'SQL Loader. En fait, il y a deux nécessités, donc deux problématiques. Donc, on a parfois besoin de déplacer des données d'un serveur à un autre. Donc, pour ce faire, il nous faut un utilitaire qui est l'utilitaire Datapump qui est déjà intégré dans le serveur Oracle. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de faire un export de la base de données, bien sûr, soit des métadatas seulement, soit des métadatas plus les datas, soit les datas seulement. Ça dépend comment vous configurez votre export. Et par la suite, donc au niveau du nouveau serveur, on va faire l'opération inverse qui est l'import. Donc, à partir du fichier dump généré, on va faire l'import de tout le schéma, d'une partie du schéma, soit également des métadatas seulement, soit des métadatas plus data, etc. Donc, on va voir comment générer un export. Il y aura le fichier dump et comment importer via un fichier dump une structure bien définie dans un nouveau serveur. Bien sûr, on peut importer d'un schéma X vers le même schéma, c'est possible, comme on peut faire un export-import d'un schéma à un autre. On a deux utilisateurs différents. Donc, on va voir aussi qu'est-ce qu'il faut modifier au niveau des paramètres, si les deux schémas sont différents. Maintenant, il y a une autre nécessité. Si on vous donne un fichier plat, par exemple un fichier TXT, un fichier XL, et à partir de ce fichier, on vous demande d'alimenter une table. Comment on le fait au niveau d'intégration de données dans les projets BI? On alimente en fait un entrepôt de données via des fichiers plats. Donc, il existe un utilitaire intégré dans le serveur Oracle qui est SQL Loader, qui permet en fait de charger des données à partir d'un fichier plat vers une table donc, du serveur. D'accord? Donc, ça, c'est le plan relatif au chapitre 5, donc déplacement des données. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le premier utilitaire, à savoir l'Oracle Datapump. Alors, donc, l'Oracle Datapump, donc c'est un utilitaire qui est déjà prédéfini au niveau du serveur. Il existe bien sûr plusieurs modes, donc plus précisément 4 modes d'export-import avec Datapump. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire comme export. Est-ce que c'est un export complet ou la spécifique? Donc, si on veut exporter toute la base, donc il suffit de faire un export complet. On appelle ça un full export. Ou encore, si on veut faire un export seulement d'un schéma. Par exemple, on va exporter seulement la structure metadata du compte HR seulement.
Donc, dans ce cas, on va faire un import de schema. Donc, sinon, on peut également faire juste un export ou l'import d'une table, un objet bien spécifique. Donc, en utilisant le paramètre tables, donc on va voir ce paramètre-là au niveau des commandes. Donc, également, on peut faire un export-import de structure logique. Donc, toute la structure logique, le table space, on l'exporte. Bien sûr, seules les tables seront exportées et non les espaces de disque logique. Le contenu en fait des tables space, c'est celui qui va être exporté et non pas la structure logique. Donc ça, c'est les différents types, voilà, les différents modes d'export-import. Donc, pour lancer un export-import, d'après vous, qu'est-ce qui est nécessaire pour un utilisateur? Est-ce que n'importe quel utilisateur peut lancer un export ou un import? Qu'est-ce qu'il nous faut d'après vous? Qu'est-ce qu'il lui faut, l'utilisateur? C'est ça, donc le privilège d'export et d'import. Donc, il y a le privilège EXP Full Database et IMP Full Database pour l'import. Donc, n'importe quel utilisateur qui doit lancer une opération d'export ou d'import, il doit avoir impérativement ces deux privilèges. Aussi, encore, donc un export, qu'est-ce que ça veut dire? La création d'un fichier. Donc, le fichier, il va être créé où? Dans un répertoire. On est au niveau du serveur. Physiquement, il sera stocké physiquement dans un répertoire au niveau donc du serveur. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut avant de créer, de lancer un export? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il nous faut? Pour prendre un export, les données vont être enregistrées dans un répertoire. Donc, la première chose, c'est de créer le répertoire, le directory. Et encore, on va écrire dans le répertoire. Donc, il faut que l'utilisateur il a les droits de lire et d'écrire dans le répertoire d'export et d'import. D'accord? Donc, vous voyez, les prérequis, en fait, pour un utilisateur pour lancer un export et un import, c'est d'avoir déjà les deux privilèges EXP Full Database et IMP Full Database, mais en plus, d'avoir aussi un répertoire sur lequel il a le droit de lecture et d'écriture. D'accord? Donc, le data pump, en fait, qu'est-ce qu'il génère? Donc, il génère trois types de fichiers. Lorsqu'on fait un export, on génère un fichier dump plus un fichier log. Et lorsqu'on va faire un import, le contraire, on va importer à partir d'un fichier dump. Donc, on va générer un fichier log et éventuellement un fichier SQL. Donc, le fichier SQL, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les requêtes LDD permettant la création des tables, des objets relatifs à la base. Donc, ce qu'on va voir au niveau du TP, donc le TP6, c'est comment lancer un export, comment lancer un import, qu'est-ce qui est bien sûr nécessaire avant, l'attribution des privilèges et également la création du répertoire avec le droit de lecture et d'écriture. Et par la suite, quels sont les paramètres qu'il faut écrire obligatoirement dans les commandes EXPDP et IMPDP d'import et d'export. Donc ça, c'était le résumé par rapport à la première partie, le premier utilitaire Oracle Data Pump qui permet de faire l'export et l'import vers à travers une base Oracle. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Elias. Bon, pour les autres, j'espère que c'est aussi clair. Hein. Il n'y a pas de réponse, mais bon. Vous êtes fatigué apparemment un mercredi après-midi. Vous avez eu quel cours le matin? Réseau. Bon.
Alors, donc s'il vous plaît, essayez de faire en parallèle avec moi le TP. C'est important de lancer les exports pour voir les fichiers qui sont générés et pour vérifier aussi que l'export il est fait avec succès et l'import également. Donc, je vous invite à créer un nouveau script qu'on va le nommer, donc script à la TP6 DBA. Allez-y. Hein. Alors, donc, je vais créer un nouveau script ici. Alors, donc, on crée un nouveau script TP6. Et on va essayer de répondre ensemble aux différentes questions. Donc, aujourd'hui, on fera la partie 1 et la semaine prochaine, Inch'Allah, on terminera la deuxième partie qui est donc relative au SQL Loader, hein, donc le chargement de fichiers, de données à partir d'un fichier plat. Alors, Madame, donc la première... Oui, Madame, le data pump, il fait l'import électronique, pas juste l'import à Cahors, plutôt l'export à Cahors. les deux, l'export et l'import. Mais c'est le loader. L'SQL Change. Loader, Ah, donc l'export et l'import, il faut comprendre que réellement c'est quoi? Export, on va exporter la base vers un fichier dump. Et on peut l'utiliser pour faire un import vers une base Oracle, une autre base Oracle. D'accord? d'accord. Donc l'SQL Loader, c'est quoi? Tu as la problématique de charger une table à partir d'un fichier plat. Qui dit fichier plat dit un fichier texte, TXT. Ah, d'accord, d'accord. Charger des données plutôt. واضح واضح. معناها كي يبدا فما فيشي تكست السكيول لودر هو اللي باش يعمل الامبور نتاع لي دوني. صحيت. Donc D'accord. le XP dump, le data pump, c'est juste un fichier SQL qu'il exécute. D'accord, واضح. Merci. D'accord. Alors, donc on commence par créer deux utilisateurs. Donc travaillez en parallèle, s'il vous plaît. Ben, donc création des utilisateurs. Donc create user 1 identified by PWD1 et je lui donne un quota. Il va créer par la suite une table. Donc, quota 1 méga on users. Et je fais pareil pour user 2. Il faut ajouter default table space, madame. Et c'est le scheme donc bien sûr le serveur Huawei est déjà un default table space. خاطر المرة اللي فاتت وقتها default table space عملت error. خاطر كيما حاطين عملت error. C'est ça. En fait, ça dépend réellement le default table space c'est quoi. Donc, je l'ai mis à users pour ne pas avoir cette erreur. Donc, sinon, si vous avez eu une erreur, donc juste avant le quota, faites le default table space. D'accord, واضح. Ben, donc, je vais les supprimer. Je crois que je les ai exécutés avant. Et on exécute, bien sûr, en étant connecté avec le compte 6. Donc, c'est corriger TP6. Bon, format une dépendance, donc il faut que j'ajoute cascade. On a utilisé l'utilisateur où il a déjà des objets. Voilà, on a défini
on a fait des audits ou autres, donc il faut ajouter l'option cascade pour forcer la suppression. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, il manque le mot-clé user ici. Hein. Ah, Yara, suivez-moi pour moi pour m'aider par rapport à s'il y a éventuellement des erreurs. Mais, donc, on les commente et on réexécute. Alors, il vous dit user created et user created. Donc, si vous vous rappelez, on peut faire select username from DBA users pour vérifier. Et on a le user 1 et le user 2. Les voici. C'est bon, vous les avez créés. Amal, tu es en train d'exécuter? Tara. Oui, oui, oui. D'accord, Amal. Les autres aussi, s'il vous plaît. Hein. Merci. Alors, donc la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va accorder à ces deux utilisateurs les privilèges donc, de création de session pour se connecter au serveur, création de table parce que par la suite, on va créer deux tables pour le compte user 1. Donc, il faut qu'il ait le privilège create table et aussi les privilèges d'export et d'import, Yuma EXP full database et IMP full database. Donc, bien sûr, via une commande grant. Alors, donc on fait grant create session, donc pour la création de session, create table pour la création de table et le XP full database pour l'export et l'IMP full database pour l'import. Donc tout, donc user 1, user 2, donc les deux utilisateurs. Alors, et on va lancer la requête. Alors, donc vous devez avoir grant succeeded. Donc ça, c'est la première étape. Donc, c'est donner le privilège d'export et d'import aux utilisateurs. Si vous avez des erreurs, donc n'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter avec user 1 et on va créer deux tables, test 1, test 2. Et on va ajouter 3 lignes dans chacune des tables. Allez-y, donc je vous invite à écrire le script nécessaire. Donc, il faut en premier lieu se connecter avec user 1. PWD1. Et après, on va écrire le script relatif à la création des deux tables et les trois insertions. Les trois insertions. Alors, donc on fait create table test 1.
A2 et B2. Et après, on fait juste trois enregistrements par table. Donc, insert into test 1, values. Et je donne par exemple 1, 2. Alors, 3 dans test 1 et 3 dans test 2. Vous êtes en train d'exécuter en parallèle. Oui. Et je fais un commit à la fin pour valider. Alors, après, on va exécuter tout ça. Donc, en étant connecté user 1, c'est bon, je suis connecté. Donc, j'exécute le script. Donc, là, il a... Madame le commit. Le commit qui est dans insert, update ou delete. Donc, commit réellement, c'est quoi? C'est qu'on va écrire le contenu de la mémoire. Si vous vous rappelez, carte, la SGA, on va le contenu de la database buffer cache dans le physique. أما حطيناه قبل في السكريبت. On ne les a pas mis. Mais normalement, plutôt في la troisième année, في le SGBD. Donc, les commits, les rollbacks. Si je fais un rollback maintenant, je vais annuler tout ça. J'annule les insertions. Donc, c'est les... شفناها معاك أول مرة مدام قال لي في السيانس الأولى. ما شكون. Ah, d'accord. Bon. Et normalement, après tout, normalement, axe rollback. Rollback, c'est annulé. D'accord. معناها حتى في سكريبت كان ما نحطوهاش تمشي. Si on n'est pas regardé de commit, ça risque que tu te déconnectes ou la session. Tu risques de perdre les insertions parce qu'ils n'ont pas été écrits physiquement dans les fichiers. Ils sont au niveau de la mémoire. D'accord? Donc, toutes les manipulations de données, insert, update et delete, ils sont écrits momentanément dans la mémoire, database buffer cache. Donc, pour valider ces opérations, on fait un commit pour les écrire physiquement في وسط الداتا فايل. معناتها les inserts اللي عملناهم في ال TP الآخرين توا ماهوش موجودين معناها كي Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et déjà qu'il te lance une commande create table, implicitement il y a le commit au serveur. معناتها un certain type de commande où il y a un commit. Donc, et là, si par exemple, au lieu de faire ce commit, j'ai fait un drop, enfin, un objet. Le drop, il valide toutes les commandes اللي قبله. Parce que c'est une commande. commit فيه معناها. Parce que c'est une commande de type LDD. D'accord, واضح. Donc, ça entre dans le process, dans les validations des commandes au niveau du serveur. Mais on écrit commit, pourquoi? Pour la ligne de commande sacrée, elle a été crachée ou à la haja, au moins on ne perd pas les manipulations. Les manipulations, d'accord. Oui. Alors, mais une fois on a créé, on a alimenté les tables, on va créer un répertoire, ce qu'on appelle un directory. Donc, pourquoi la nécessité de créer un répertoire? Après, lorsqu'on va faire un export, donc le fichier dump qu'on va générer, on va l'enregistrer dans ce répertoire. Il y a le répertoire Oracle. Bien sûr, le répertoire, c'est une définition logique, Oracle, mais il correspond à un emplacement physique dans votre machine. Donc, dit ma femme à la notion physico-logique. Donc, logiquement, on crée le répertoire, on le nomme, on a un emplacement qui doit exister physiquement. Donc, il y a par exemple ces deux points Oracle XE, app Oracle, comme au niveau de la machine. Pourquoi? Parce que c'est un dossier qui est créé par défaut lors de l'installation.
bien sûr, on devrait se connecter avec 6 pour créer le répertoire. Alors, pour créer un répertoire, on exécute la commande, donc create a replace directory. Donc, le type de données, c'est directory. Le nom du répertoire logique, c'est Oracle. Et on introduit l'emplacement physique avec le mot-clé as. On a l'emplacement. Donc, et là, je vais le vérifier au niveau de ma machine. Donc, regardez, on a ces deux points. Oracle XE, app et Oracle. Donc, ça, c'est l'emplacement par défaut. On a déjà des fichiers dump qui ont été déjà générés. Donc, je vais les supprimer. Et on peut ajouter, si vous voulez, un autre dossier, Samio 4DS2. Vous voyez, ça va être l'emplacement donc, de mon dossier logique Oracle. C'est-à-dire l'emplacement physique. Alors, on écrit simple code et on donne l'emplacement, comme ça. Donc, cette commande permet de créer un répertoire logique, et ce répertoire Oracle, sur l'emplacement physique, celui-là. Si cet emplacement physique n'existe pas, il y aura une erreur dans la création du répertoire. Hein. Donc, il faut que cet emplacement existe. Alors, on exécute la commande et il vous dit directory created. Donc, on peut vérifier normalement la liste des répertoires dans la vue DBA Directories, normalement. C'est ça. Donc, il vous donne le propriétaire du répertoire, le nom du répertoire et l'emplacement physique. C'est clair, s'il vous plaît? Alors, hein, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a la question 5. Donc, on a créé le répertoire, il y a le dossier dans lequel on va générer nos fichiers d'export. Donc, il faut donner maintenant aux deux utilisateurs, user 1 et user 2, le privilège de lire et d'écrire pour pouvoir faire de l'export et de l'import en utilisant le répertoire Oracle. Donc, il faut leur donner le privilège de lire et écrire au niveau du directory Oracle. Alors, hein, comment on le fait? Allez-y. Hein. Donc, tout le monde a créé le répertoire. Where are you? Oui, Narim. Les autres. Yusri, معنا. أنا نعم مدام. ماكوش بعض.
Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si c'est... Donc, on a une commande, une idée, 5, 3, ça c'est 4. Ça. Alors, donc pour attribuer un privilège, donc c'est grant. Donc lire, donc c'est read. Écrire, donc c'est write. Et il faut spécifier le nom du répertoire. Donc on directory, il faut écrire le mot-clé directory, Oracle. Tous les utilisateurs, donc user 1 et user 2. Donc là, c'est comment attribuer le droit de lecture et d'écriture sur le répertoire, donc Oracle, aux deux utilisateurs, donc user 1 et user 2. Alors, donc j'exécute. Alors, il vous dit grant succeeded. Madame a dit quelle question 6. Ah, le grant. Ah ouais. Donc, il y a des 5. Ou il y a des 6. On est au niveau de la question 7, donc. Alors, ouais. Alors, donc, normalement, on a préparé le nécessaire pour lancer l'export et l'import. Donc, on a créé deux utilisateurs. On leur a donné le privilège d'export et d'import. On a créé un répertoire sur lequel on leur a également donné le droit de lecture et d'écriture. Donc là, normalement, ils sont capables, les deux, user 1 et user 2, de lancer des requêtes d'export et d'import. Alors, donc la requête qu'on va lancer maintenant, oui, dis-moi. اسكو فما مشكلة كان نصنعوا الدايركتوري باليوزر 1 Qu'avoir user 1, qu'est-ce qu'il a comme privilège? Il faut que tu fais un grant to user 2 également, en étant connecté au user 1. Donc, présentatif aussi. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que user 1 et user 2, ils ont le droit de faire une lecture et une écriture sur le répertoire. Que ce soit il est créé par 6 ou par l'un des deux, c'est pas grave. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter les deux tables du schéma user 1, la table et les enregistrements, les métadatas plus les datas, dans un fichier nommé user1.dump. D'accord? Alors, la commande d'export. L'export. Alors, la commande d'export, c'est de la commande EXPDP. Non, EXPDP. Donc, c'est une commande en fait d'un utilitaire. Ouais, c'est un utilitaire binaire qui existe à l'emplacement physique du serveur. Donc, pour lancer l'utilitaire, on écrit le nom de l'utilitaire, le nom de l'application binaire. Donc, bien sûr, ce n'est pas une commande SQL. Il faut faire attention. On ne va pas l'exécuter fait ligne SQL. Donc, il faut sortir l'emplacement physique en exécutant host. Donc, host, l'emplacement bin du serveur. Dans ce cas, on peut exécuter le XPDP. On peut faire appel à tout type d'utilitaire existant dans l'emplacement physique du serveur, parmi lesquels le data pump. D'accord? Donc, la commande EDI, c'est une commande qu'on l'exécute au niveau de l'emplacement physique. Non, ce n'est pas une commande SQL. Alors, la commande, qu'est-ce qu'on va mettre comme paramètre?
Donc, bien sûr, il faut donner le nom de login ou le mot de passe de l'utilisateur qui va lancer l'export. Donc là, l'export, il va être lancé relatif au schéma de user 1. Donc, c'est user 1 qui va lancer. Donc, on met le login de l'utilisateur user 1 et son mot de passe. Donc, on peut spécifier qu'est-ce qu'il faut exporter via la clause content. Donc, content, elle prend 3 valeurs différentes, soit all, soit metadata only, soit data. Donc, d'après vous, c'est quoi la différence entre les 3? C'est data only. Hein. Data only. D'après vous, c'est quoi la différence entre ces 3 modes? Donc, data only, c'est juste les données qui existent dans les objets et non pas la structure de l'objet, juste les données. Par exemple, on a une table 1 qui est chargée par des lignes. Donc, on va juste exporter les lignes existantes dans table 1 pour les charger dans une autre table de même structure. Si je spécifie metadata only, donc c'est la structure logique de la table seulement qui va être exportée. Au niveau du script SQL, ce qu'on va trouver, c'est le create table seulement. Et le all, c'est quoi? C'est l'objet plus les données. Si c'est une table alimentée avec des lignes, ça va être la table plus les données existantes au niveau de la table. Donc là, ça y est, les enregistrements. D'accord. Donc, quand est-ce qu'on fait réellement data only? Si on a 2 utilisateurs, donc 2 serveurs différents, et ils ont la même table, on peut le employees et employees. La première table, employees, elle est chargée par des données. Withenia, elle est vide. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire un export data only à partir de la première base et de la table employees. Et dans l'autre serveur, on fait un import des données pour charger la table employees déjà existante. Vous voyez? Donc, ça dépend en fait l'objectif, la problématique réellement, qu'est-ce qu'on veut exporter et par la suite, qu'est-ce qu'on veut importer. Donc, si on met rien, c'est par défaut all. Il fait l'export de tout. Le data, le content égale à all, c'est le paramètre donné par défaut. Donc, qu'est-ce qu'il nous a spécifié? Donc, les 2 tables. Donc, on peut également, si on veut choisir une table bien définie, on utilise la clause tables. Donc, par exemple, s'il te demande d'exporter juste la table 1. Donc, comment ils sont nommés les tables? Test 1. Donc, si on vous demande juste d'exporter test 1, il suffit d'écrire donc user1.test1. Donc, il fera juste l'export de test 1. D'accord? Donc, si on n'écrit rien, par défaut, il exporte tous les objets. Donc, tables, toutes les tables, en fait. Alors, donc, tables, madame. tables. نجم نحط معناها التاب الأولى فيرجول التاب الثانية etc. Bien sûr, si tu as plusieurs tables à exporter et tu veux les nommer en état table X, Y et Z seulement, ou en d'autres plusieurs tables, c'est possible. Il faut juste les séparer par des virgules. D'accord. Donc, l'aîné, qu'est-ce qu'il il nous demande de faire un export des 2 tables. Le user 1, il n'a que les 2 tables, test 1 et test 2. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter tables. Il veut l'export aussi des tables et des enregistrements. Donc, le content, elle n'est pas obligatoire. Déjà, par défaut, il fait content égale all. Et il vous dit, dans un fichier nommé user1.dump. Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est le dump file, le nom du fichier généré qu'on va nommer user1.dump. Maintenant, où ce fichier va être stocké, c'est dans le répertoire. Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est le directory
qui est égal à Oracle qu'on a créé tout à l'heure. Donc ça, c'est notre commande d'export. Donc elle est suffisante. C'est pas la peine ni d'ajouter le count ni d'ajouter tables dans notre cas. Il faut pas mettre de point-virgule, c'est pas une requête SQL. Le point-virgule, il va être ajouté au nom de fichier. Donc il faut faire attention. Alors, donc ça, c'est notre requête d'export que vous devez écrire dans une seule ligne. S'il y a une entrée dans cette commande, il va la lancer directement sans prendre en considération les paramètres qui suivent. Donc, il faut l'écrire dans une seule ligne. Donc, par la suite, on va copier cette ligne et on va l'exécuter directement sous l'emplacement physique du serveur. Donc, ici. D'accord? Donc, écrivez la requête et lancez-la et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner donc, comme résultat. Alors, je vous invite tous à exécuter la commande, s'il vous plaît, pour voir éventuellement si vous avez des problèmes ou autres. Alors là, qu'est-ce qu'il doit générer? Il doit générer un fichier dump et un fichier log, dans lequel, en fait, il a exporté les deux tables test 1. Regardez, il vous dit export user 1.test, time TH, donc 5 kg, la deuxième également 5 kg. Et vous devez avoir à la fin successfully completed. Donc, s'il y a des erreurs, il vous affiche en fait qu'il y a des erreurs. Donc, on peut vérifier dans l'emplacement physique qu'on a créé tout à l'heure, relatif au directory Oracle, qui est celui-là pour moi. Donc, il a créé deux fichiers. Un fichier .dump, l'export, notre export, et le fichier, c'est un fichier log où il y a en fait la sortie du job qui a été affiché au niveau de la ligne de commande. Donc, juste, il vous l'affiche au niveau du fichier log. Donc, vous voyez, le nombre de lignes qu'il a récupéré. Donc, serials à partir de chacune des tables. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Qui a essayé de lancer la commande? Qui a réussi à le faire? Madame, Oui. la commande, l'export, Allez. لازم تكتب على الكونسول معناها مش على السكريبت. Et là, j'ai fait un copier-coller. Donc, juste, tu l'écris dans le script, mais tu n'exécutes pas le script. Tu fais un copier-coller à partir du script vers la ligne de commande. D'accord, واضح. Alors, donc pourquoi cet emplacement qui est en bas? Vous voyez le C Oracle XE app Oracle Product 11.2 Server au bin. Donc, si vous ouvrez ce dossier, vous allez trouver nos utilitaires. Donc, les applications EXPDP pour l'export. Et il y a également l'IMPDP normalement. Il est là. Il y a donc l'application, l'utilitaire d'import. Vous voyez, donc, ce n'est pas par hasard, en fait, qu'il se positionne ici. Ah, qui a réussi? Ben, très bien. Les autres?
C'est bon? On peut passer? مدام Oui, dis-moi. مدام جتني ايرور C'est bon. ما حبش قال لي invalid operation و unable to open the log file. The log file. اه Traouani, la commande que tu as exécutée. لحظة بقى. Tu as écrit .dump في وسط le dump file. Direct. Alors, fais un partage, montre-moi l'imprime, la ligne de commande. XPDP. Je crois que c'est l'emplacement. Tu as fait un copier-coller de l'emplacement du répertoire. Taraqa. Regarde, réouvre le script 6. Fais le create or replace directory. Ah, ZTK. Est-ce que tu as fait un copier-coller comme moi de l'emplacement? ليه مدام ما عملتش كوبي كولي جست خذيت الشماك هذا. Je crois, enfin, مش double E, هذيك يظهر. Attends, je vérifie, monsieur Bédi, c'est pas un... C'est pas un... Oui, c'est ça. Oracle XE. C'est Oracle XE. J'ai حاطط 2 E, ليتها. اي مدام ما فقتش به تنصلح. Ouais. Donc, remodifie le répertoire, après relance la commande. باهي اوكي. باهي ميرسي. Ouais. Alors, on va faire l'import maintenant, lié à l'opération inverse en fait. What is it? Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous demande d'importer? On va importer la table. Alors, c'est possible d'importer dans le même schéma, c'est-à-dire, donc, imaginez que user 1, user 1, il a il a supprimé une table. Regardez. Donc, je vais me reconnecter. Il suffit de faire un exit à la ligne de commande. Donc, et je me connecte avec user 1. Regardez ce que je vais faire. Je vais supprimer la table test 1. Donc, je fais drop table test 1. Donc, bien sûr, qui dit table supprimée, bien sûr, toutes les lignes qui existent au niveau de la table vont être également supprimées. Donc, première tentative d'import que je vais faire. Donc, elle n'existe pas réellement. Question 8. Question 8, il a demandé d'importer au niveau de user 2. D'accord? Ce que je vais faire, je vais importer de user 1 vers user 1. À partir du script généré par le même utilisateur. C'est juste pour vous montrer c'est quoi la différence au niveau des deux commandes. Alors, pour faire l'import vers user 1, donc on va utiliser l'utilitaire IMPDP. Alors, on se connecte avec l'utilisateur user 1, PW1. On lui donne le directory à partir duquel il va lire le fichier dump. Et je lui donne également le nom du fichier.
qu'il a été généré tout à l'heure, user1.dump, user1.dump, et je lui demande de prendre juste table test 1, par exemple. Donc, test 1. Et lancer cette requête d'import au niveau de l'emplacement physique du serveur. Donc, vous voyez, vous avez compris pourquoi j'ai fait ça. Donc, j'ai supprimé la table en tant que user 1 et je vais maintenant la récupérer avec le fichier dump. D'accord? Donc, au niveau du même schéma, de l'utilisateur user 1 vers user 1. Alors, on fait host comme tout à l'heure et on fait coller la requête. Alors, donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc, import user 1 test 1, 3 rows. Alors, je sors, je vais ressortir, exit. Je me connecte encore une fois vers user 1 et je vais vérifier est-ce que la table existe, est-ce qu'il l'a importé ou pas. Donc, select étoile from test 1. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a importé la structure de la table plus les données à partir du fichier dump qui a été généré lors de l'export. D'accord? Donc, ce n'est pas ça ce qui est demandé, fait le question 8. Fait le question 8, il nous demande de faire l'import de la table vers le compte user2 maintenant. Donc, un autre paramètre qu'il faut ajouter, en fait. C'est pour ça, je voulais juste vous montrer la différence syntaxiquement entre les deux. Donc là, qu'est-ce qu'il nous demande? Regardez, d'importer. Importer la table test 1, metadata only. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter content. Donc, content égale metadata only. Donc, ça, c'est en premier. Donc, il faut se connecter, bien sûr, avec l'utilisateur qui va faire l'import, donc qui est user2. Je lui donne content égale à metadata only, directory égale Oracle. Et la table que je vais importer, c'est la table test 1 à partir du fichier user1 qui a été généré lors de l'export tout à l'heure. D'accord, c'est clair? Je n'ai pas compris la différence, madame. La différence, en fait, ce qu'il faut ajouter, c'est un autre paramètre, c'est remap schema. Donc, c'est quoi le remap schema? Donc, en fait, le fichier dump qui a été généré pour la création des objets, les noms des objets, ils sont précédés par le nom du propriétaire. On est à create table et on affecte, le script dump, on a toujours le nom du schema. Schema user 1. Donc, ce qu'il faut faire lorsqu'on va faire un import d'un schéma vers un autre, il faut ajouter le paramètre remap schema. On lui donne le nom de l'utilisateur précédent. On coule l'utilisateur, le nouveau utilisateur qui est user2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lors du parcours du fichier dump, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer tout schema user1 par le schema user2. Et il exécute les requêtes de création d'objets ou d'insertion de données. Donc, le remap schema, il est obligatoire si on veut faire en fait un import en utilisant un schéma différent vers un utilisateur bien sûr différent. C'est juste ça la différence entre les deux imports. Donc, ici, on n'ajoute pas le remap schema parce que c'est un import de user1 vers user1. Et lorsque c'est un import vers un utilisateur différent, donc ce qu'il faut ajouter, c'est le remap schema. C'est clair maintenant? Qui a dit que j'ai pas compris la différence? C'est clair maintenant? Oui, oui, madame. Ben, on va l'exécuter pour vérifier, bien sûr. Donc, on va coller dans une seule ligne et on va la copier-coller et exécuter dans l'emplacement du serveur. Alors, donc, je fais host et j'exécute la commande d'import.
Alors, qu'est-ce qu'il fait avec user 2? Ah, et ici, il ne faut pas oublier d'écrire user1.test. Sinon, il vérifie par défaut user2.test. Donc, c'est important toujours de précéder par le nom du propriétaire parce que je suis connecté en tant que user2 là. Alors, donc là, il vous dit successfully completed. Il n'y a aucune ligne parce que logiquement, c'est un metadata en ligne. Donc, on va vérifier. Donc, on fait un exit. On se connecte avec user2 et on fait un describe de test 1. Et vous voyez, donc, on a récupéré à partir de l'export généré tout à l'heure la structure logique seulement de la table test 1 propriétaire par user 1 en exécutant donc cette commande d'import datapump et bien sûr en faisant un remap schema de user 1 vers user 2. C'est clair? Oui, oui. Les autres. مدام Oui, بلي الكويز اللي هبطونا توا الاكزامان بلون oui. ما تنجمش تزيدنا اكثر من 5 خاطر بالروليه مش نجموا نخدموا توا معناتها بالكدا. Je vous donne jusqu'à demain midi. اي Ben, d'accord. نخموا فيه خاطر توا ياسر مبينين. Oui, je comprends. Ben, d'accord. Je vais modifier l'horaire. Merci. Non, rien. Sinon, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, l'utilitaire datapump d'export et d'import. Alors, je vais vous poster ce script qu'on vient de faire maintenant sur votre Classroom. Essayez de refaire, s'il vous plaît, de faire déjà les questions si vous ne l'avez pas fait. Et donc, si vous avez des questions sur n'importe quelle partie, sur n'importe quel chapitre, essayez de les préparer pour la semaine prochaine parce que c'est normalement donc, la dernière séance et heureusement que c'est présentiel. Donc, au moins pour avoir plus d'interaction. مدام يا اخي الاكزامان باش يكون QCM ولا كيفاش براتيك ولا تيوريك؟ Je vous dirai, Inch'Allah, la semaine prochaine. On n'a pas encore pris la décision. C'est certainement écrit, c'est pas pratique. Mais la forme maintenant, est-ce que c'est un QCM? Voilà, c'est comme les TP. Inch'Allah, la semaine prochaine, je vous dirai donc qu'est-ce qu'on a décidé. D'accord. Ben, donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie et je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine.